Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Iron Bear et aujourd'hui on a la chance d'accueillir David Nicolas qui est le créateur de Féroce et qui est aussi un aventurier. Donc bonjour David, comment vas-tu? Salut Emeric, merci pour ton invitation. Écoute, ça va bien, je suis en pleine forme. Bah super. Souvent le podcast je le commence avec une tradition, c'est que je donne un mot à l'invité qui le caractérise un peu et il doit me dire ce que ça lui inspire. Donc le mot que j'ai choisi pour toi, c'est le mot aventure. Bah écoute, effectivement, d'ailleurs, tu vois, je suis entrepreneur, mais je pense que si j'avais pas été entrepreneur, j'aurais bien aimé être aventurier. Et en réalité, c'est un petit peu la même chose, parce que si tu prends en compte et en considération les qualités nécessaires pour mener et développer une entreprise, eh bien, c'est une forme d'exploration en fait, une exploration perpétuelle. Tu avances un petit peu dans l'inconnu, tu es toujours dans l'action, tu testes des choses, et puis en fonction de ton rapport avec le marché, des problématiques que tu vas rencontrer. Tu vas acquérir des datas, des connaissances, des intuitions qui petit à petit vont dessiner les prochaines étapes. Donc au final, la vie est une aventure, l'entrepreneuriat est une aventure. Et puis c'est vrai que je m'amuse là depuis quelques mois, quelques années à faire des ultra trails en autonomie dans des endroits un petit peu extrêmes. Donc j'ai fait les Highlands en Écosse, le désert de Namibie et la jungle amazonienne. Et donc, je pars sur 5 jours avec un sac à dos, mon sac de couchage, ma nourriture, mon hamac, et puis voilà, je cours. Ça fait à peu près 250 kilomètres. Et c'est intéressant parce que c'est des moments dans des endroits à la fois hostiles et en même temps sauvages. Dans lesquels tu croises aucun humain pendant 5 jours, t'as pas de réseau, etc. Et tu reviens un petit peu à tes instincts primaires, à ton seuil laminaire. Et je trouve que c'est toujours un voyage à la fois géographique, mais aussi physique, mental, et puis même un petit peu spirituel au niveau de ma conscience, etc. Je reviens à chaque fois avec les idées beaucoup plus claires de ma mission, de la façon dont j'utilise mon temps, des choses qui sont importantes par rapport à ce qui est secondaire, de l'amour que j'ai pour ma femme, mes filles, des gens qui sont importants dans ma vie. Tu vois, j'ai l'impression que notre quotidien est tellement bruyant de plein de petites sollicitations, des réseaux sociaux, des responsabilités, des messages sur WhatsApp, etc. Le cerveau, il est toujours surstimulé, entre guillemets, et parfois, ça te fait perdre un petit peu de vue ce qui est réellement important dans la vie. Et j'ai l'impression que l'aventure, que ce soit celle que je viens de décrire, ou quand j'ai été faire de l'alpinisme, ou même simplement le fait de partir juste un week-end et de faire un bivouac, de marcher toute la journée en montagne, et puis de t'arrêter dans un refuge pour manger une soupe qui, par biais de contraste, semble être un plat 3 étoiles. Et ben, c'est vraiment des moments où le temps ralentit, où tu te reconnectes un petit peu à la nature extérieure et aussi à ta nature profonde, et qui m'aide en réalité en me déconnectant de l'humanité, ça m'aide à être un meilleur humain et à revenir mieux connecté à l'humanité, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est le billet de contraste que tu donnes. C'est vrai que nous, on est allé, on prépare un Ironman avec mon grand frère et ma grande sœur. Et du coup, samedi dernier, en fait, on est allé faire une sortie de 160 km en vélo, enchaînée avec 20 km de course. Donc, tu vois, c'est une grosse sortie. On a eu 8 heures d'entraînement. On a bu genre peut-être 2 litres d'eau sur le vélo. Et après, les 20 kilomètres, on est parti sans eau. Il faisait super chaud. On a cru qu'on allait crever en plein milieu. Et au bout du 18e kilomètre, donc il nous restait 2 kilomètres, on a trouvé un arbre avec des prunes rouges. Et en fait, on les a pris, on les a mangées. Et tu vois, c'était une explosion de saveur, une explosion de goût en bouche. Et en fait, tu te reconnectes vraiment à cet état primaire. Et c'est vraiment énorme. Et en fait, ça me rappelle vraiment ça, ce que tu dis. Et le sport, ça permet de faire ça aussi. Donc, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et Complètement. Et ce que je trouve fascinant là dans l'expérience que tu viens de décrire, déjà il y a deux choses. Tu partages ça avec des gens. Tu vois, tu as aussi cette notion de partage, de lien. Aujourd'hui, on n'a jamais été aussi connectés et en même temps aussi déconnectés les uns des autres. Parce que si tu veux, ces simulacres de relations qu'on peut entretenir par WhatsApp, par Instagram, par Facebook, nous donnent la sensation d'être entourés, de nous sentir bien, etc. Mais ça a jamais autant de valeur que des vrais rapports humains. Et surtout quand tu es engagé dans une activité commune, tu vois, le fait de forger des souvenirs ensemble, c'est vraiment ça qui est la base de l'amour entre guillemets. Tu vois, je pense que tu vois.
le secret des couples qui durent, c'est cette capacité à continuer à entretenir et à créer de nouveaux souvenirs ensemble. Parce que tu as parfois cette croyance que tu trouves ton âme sœur ou que tu trouves une personnalité qui fit avec la tienne. En réalité, je pense pas que ce soit réellement ça qui entretienne les sentiments, mais plus le fait de partager et d'avoir un référentiel commun de souvenirs partagés. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose qui arrive quand tu vis des aventures, quelles qu'elles soient, c'est cette notion de variabilité. Tu vois, nos quotidiens sont quand même assez prédictibles. Et par contre, quand tu es dans la nature, quelle que soit l'activité que tu pratiques, eh ben, il y a plein de choses qui sont en dehors de ton contrôle et quelque part qui stimulent ton intelligence, ta capacité d'adaptation, etc. Et je parlais de ces souvenirs. Je pense que les souvenirs, c'est vraiment quelque chose. C'est probablement la ressource la plus chère et celle qui fonde ta satisfaction de la vie. Eh bien, la capacité de la nature à forger des souvenirs un peu indélébiles, elle est juste incroyable, justement par cette imprévisibilité. Et encore plus lorsqu'ils sont partagés. Ouais, c'est vrai, tu vois, juste le fait d'avoir mangé un fruit après 7h30 d'effort, tu vois, ça forge un souvenir. Tu vois, c'est juste un fruit. Mais en fait, ça Ouais. forge tellement un souvenir exceptionnel que ça reste imprégné. Et du coup, toi, ces aventures, le sport, t'as commencé, ça fait longtemps que t'en fais, t'as commencé il y a quelques années, t'as dit que t'avais commencé il y a 3 ans. Quand est-ce que t'as commencé? Est-ce que tu peux m'en dire Alors, un peu ouais, plus là-dessus? alors, j'ai commencé tardivement le sport. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Ça fait quand même une dizaine d'années, un peu moins. Ça fait 9 ans, on va dire, que je fais du sport un peu sérieusement. Donc, j'ai commencé à peu près vers 25 ans. Le premier quart de ma vie a été caractérisé par une hygiène de vie absolument déplorable, où j'étais fou sédentaire, une alimentation très transformée, beaucoup d'alcool, un peu de drogue, etc. Enfin, vraiment pas terrible. Et puis après 25 ans, j'ai eu une sorte de wake-up call et j'ai commencé à faire du sport, d'abord du CrossFit, mais je me blessais souvent, donc après j'ai fait de la musculation que j'ai alterné avec un petit peu de vélo, un petit peu de course à pied, mais vraiment en dilettante, tu vois, sans que ce soit très très structuré sur la partie cardio. Et puis il y a probablement 3 ans, effectivement, 2 3 ans, je me suis mis à courir un peu plus sérieusement parce que j'aime bien me fixer des défis. Et avec un ami, on a parlé. J'avais fait une Spartan de 10 kilomètres, donc une petite Spartan que j'avais trouvé super. Et un ami m'a parlé de la Spartan Ultra de Morzine, qui était considérée comme la Spartan la plus dure, l'une des plus dures au monde. Celle de Morzine notamment est très très réputée. Et Ouais, c'est je vrai me que suis dit, bah voilà, ça elle est c'est un bon, compliquée, celle-là. ouais. Je me suis dit ça c'est un bon challenge. Donc et j'ai toujours un petit peu la même façon de procéder quand je me fixe un défi, c'est que je m'engage et ensuite je réfléchis au plan. Parce que si tu commences à te demander est-ce que je serai prêt, est-ce que c'est possible, etc. avant, bah, quelque part tu le seras jamais, tu vois. Donc je me suis dit ça a l'air chouette, ça bannit, j'ai envie de le faire. Donc j'ai acheté mon dossard et après j'ai réfléchi à comment est-ce que j'allais réussir à optimiser les 8 mois suivants pour me préparer à la courir. Donc ça fait 55 km, 3500 mètres de dénivelé et 60 obstacles. Et voilà. Et donc j'ai commencé à courir un peu plus sérieusement. Après 2 mois, je m'étais fait une fracture de fatigue parce que j'ai augmenté trop rapidement le volume. Donc j'ai dû revoir un petit peu mon plan, etc. Mais au final, bah, j'ai réussi à la courir sur un temps absolument pas honorable. Mais ça n'empêche que j'étais tellement fier d'arriver au bout. Il y avait ma femme et mes filles qui étaient là et j'ai éclaté en sanglots dans leurs bras. Et c'est un souvenir qui reste profondément gravé dans ma mémoire. Donc voilà. Et donc là, depuis 2 3 ans, effectivement, je fais un peu plus d'endurance, mais j'ai toujours eu cette vision de l'athlète 4x4. Tu vois, Mm. je me souviens quand je faisais de la musculation, on me disait oui, si tu veux prendre du muscle, il faut pas faire d'endurance parce que sinon il va y avoir des allez, Oui, oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. bon, enfin C'est que voilà, j'ai le mot sur le bout de c'est la langue, mais contradictoire. ouais, voilà. Et puis et moi en fait, si tu veux, le sport, je l'ai toujours vu comme une façon de me préparer à la vie. Et j'ai envie, pour moi, mon corps c'est un facteur de liberté. Je me réveille le matin, je suis plein d'énergie pour me dédier à des projets qui sont porteurs de sens pour moi, pour passer des temps de qualité avec ceux que j'aime, et puis pour jouer avec le monde et avec la terre. Il y a tellement de choses, d'opportunités, de choses que tu peux faire. Et tu vois, quoi que tu me proposes demain, je sais que je peux répondre présent et que je peux y aller, tu vois. Et Mm. ça, c'est un sentiment de puissance, mais aussi de liberté qui est incroyable.
Et donc j'ai toujours essayé d'avoir de me sentir suffisamment fort et en même temps suffisamment endurant pour faire face à n'importe quel défi. Et voilà. Donc voilà, donc j'ai quand même toujours eu cette double composante et même encore aujourd'hui, je continue à faire à la fois de la course à pied, du trail et puis des sports de force et puis potentiellement d'aller nager dans le lac, de marcher, de m'amuser Ouais. parfois à faire des sauts, à marcher en équilibre sur des branches, à sauter par-dessus des ravins, à escalader un peu, à faire un peu d'alpinisme, etc. Et comment tu définis un peu tous tes entraînements, ton intensité d'entraînement? Est-ce qu'elle varie en fonction de ton objectif? Est-ce que tu as toujours la même tout au long de l'année? Tu vois, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? J'ai toujours plus ou moins les mêmes bases. Déjà, il y a un élément à prendre en compte, c'est que je fais du sport tous les jours. Euh, les seuls jours où je fais pas de sport, je vais au moins marcher 1 à 2 heures parce Mm. que le sport, outre le fait d'aimer ça et de permettre justement d'entretenir mon corps, ma longévité, etc., c'est aussi un facteur de régulation émotionnelle pour moi. Tu vois, je t'ai parlé de mon premier quart de vie qui était caractérisé Mm. par une vie et des habitudes de vie absolument déplorables. À cette époque-là, lorsque je me couchais dans mon lit, je cherchais désespérément le bouton off de mon cerveau, incapable de le trouver, et pour moi, c'était une torture d'aller me coucher. C'est probablement pour ça que je m'abrutissais avec de l'alcool, des drogues, etc., pour essayer de diminuer le seuil d'intensité de mon cerveau, de mes pensées et de mes idées. Et aujourd'hui, j'ai mis en place tout un tas de routines qui me permettent d'avoir un sommeil vraiment hyper qualitatif et de me réveiller en pleine forme. Et d'ailleurs, je suis même parfois impatient d'aller dans mon lit, tu vois, c'est un plaisir maintenant. Et parmi elles, eh bien, il y a le sport. Donc le fait d'avoir une activité physique tous les jours suffisante est vraiment hyper important à la fois pour me permettre d'avoir un bon sommeil, mais même dans ma capacité à être patient et calme avec mes filles qui sont âgées de 2 et 5 ans, pour avoir une meilleure capacité d'attention lorsque j'interagis avec des collaborateurs, avec ma femme, dans ma prise de décision, dans la clarification de mes idées, etc. Donc le sport fait vraiment, tu vois, le sport c'est pas juste un truc que je fais en plus pour me faire plaisir, ça fait Ouais. partie de ma vie, c'est une base. Tout comme la marche, parce que indépendamment de mes entraînements, systématiquement j'ai un chien, donc j'ai systématiquement 1 demi-heure de marche le matin, 1 demi-heure de marche le soir. Et en réalité, maintenant même les fois, les rares fois où mon chien est pas là, je vais quand même aller les faire parce que ça fait partie de mon environnement, de mon quotidien et que c'est important, voilà, d'un point de vue neurocognitif en plus de l'aspect corporel et physique. Et donc, j'ai tendance à alterner un entraînement de force et un entraînement d'endurance. Ça peut varier en fonction de mes objectifs et de mes échéances. Plus je me rapproche de l'objectif, plus potentiellement je vais être sur de l'endurance et plus je suis éloigné, plus je vais faire peut-être de la force. Et j'intègre aussi des week-end shocks où je vais enchaîner pas mal d'heures sur un week-end. Donc typiquement partir 15 heures Mm. et d'ailleurs avec mon matériel de course, donc avec mon sac à dos chargé, ma nourriture et puis pourquoi pas mon sac de couchage. Et donc je pars le matin, je vais courir 7 heures, je vais m'arrêter, je vais poser mon sac de couchage, me faire un petit repas avec lyophilisé, dormir Mm. dans la nature et puis repartir le lendemain matin. Globalement sur ma semaine en général mes entraînements durent à peu près 1 heure. Je vais avoir 2 séances plutôt d'entraînement en course à pied trail un peu intense de type fractionné, peut-être une séance plutôt fractionné court et une séance un peu plus sur la durabilité fractionné long, une séance d'endurance fondamentale, et puis le week-end, je vais avoir une sortie longue qui va faire entre 2 et 4 heures selon les semaines. Et, euh, et voilà. Et je vais avoir, là pour l'instant, j'ai 2 entraînements de force, une haut du corps, une bas du corps. Étant donné que je m'entraîne chez moi et que j'ai plus de home gym, Ouais. j'ai une barre de traction, des anneaux pour faire des dips, un sac à dos lesté, des kettlebells. Donc je vais faire des exercices comme des swings, des front squats, enfin des goblet squats, des fentes, donc des dips, des pompes, des tractions lestées. Et là récemment, je me suis acheté une poulie iso-inertielle. Et ça, c'est vraiment trop trop bien parce que donc ça ressemble à, c'est un truc rond, tu vois, avec Ouais. un poids dedans. Et plus tu tires fort dessus, plus le renvoi est important. Et donc ça te permet de travailler Ok. l'excentrique et le concentrique. Et avec un encombrement minimal, tu peux faire une diversité absolument incroyable de mouvements. Tu peux faire du bell squat, tu peux Ouais. faire du deadlift, tu peux faire des mouvements de tirage
des rows, du rowing yates, ce genre de trucs, des mouvements de poussée, comment dire, des chest fly pour les pectoraux, etc. Donc c'est hyper Ah, varié et tu peux ça ressemble changer un peu à un les élastique. disques d'inertie. Comment? Ça Ouais, ressemble un peu à un élastique. ouais, je trouve qu'il y a deux problématiques avec les élastiques. Le premier, c'est que l'élastique, malgré tout, en termes de résistance, Ouais, c'est limité. tu vois, ça peut vite devenir limité, tandis que là, franchement, avec les disques de 12 millimètres, je crois que Ouais. tu peux développer jusque 170 kilos de résistance. Donc, tu peux faire des squats et des Ouais. deadlifts vraiment lourds, quoi. Et d'ailleurs, si tu prends pas garde et que tu t'exploses vraiment à la montée, le truc, il te tire, il t'écrase. Tu dois vraiment résister Ouais. à cette puissance, sinon tu t'écrases par terre, quoi. Ah Donc ouais. c'est assez marrant. Et l'autre élément qui est intéressant, c'est que bah, c'est ce que je viens de mentionner. Plus tu vas tirer fort, plus tu vas faire un mouvement explosif, plus Hmm. la résistance va être importante. Et ça, c'est hyper intéressant parce que contrairement à l'élastique où tu vas pas avoir de surcharge progressive à moins de changer d'élastique à chaque fois, bien là, Ouais. de séance en séance, en plus tu as une espèce de truc qui calcule un petit peu la puissance que tu mets. De séance en séance, tu peux avoir cette surcharge progressive, c'est quand même un facteur clé de la prise de muscle ou de la prise de force, Ouais, de la progression en parce plus. Ouais. que voilà, parce que à chaque fois tu peux mettre plus de puissance. Donc voilà, donc je vois un petit peu avec ça. Et en termes d'encombrement, ça prend vraiment pas de place. T'as plusieurs types de Hmm. poignées, tu vois. Tu peux avoir une barre, tu peux avoir un harnais pour faire un bel squat, etc. Donc ça, c'est un peu le nouveau jouet que j'ai, que j'aime bien. Voilà sur la partie entraînement. Et puis le dernier truc, c'est que je fais de la mobilité avec l'application GoWOD. Donc je Ouais. fais des petits protocoles qui durent 8 minutes. Je trouve ça sympa. J'en fais tous les matins. Donc j'ai la marche que j'ai mentionnée. Et puis parfois, je fais un peu de Theragun, c'est des pistolets à percussion, un massage pour qui enlève un petit peu les Ouais. tensions musculaires dans les muscles. Et le dernier truc, c'est que après des sorties longues ou des sorties vraiment intenses en fractionné, j'utilise un peu d'électrostimulation. Ok. L'électrostimulation, il y a deux programmes qui sont intéressants. Tu as la récupération active qui est censée, notamment après les sorties longues, euh, continuer à maintenir une forme d'afflux sanguin périphérique dans les muscles et développer la VO2 max locale périphérique. Donc c'est un peu comme si tu rajoutais une demi-heure de course à pied sans avoir aucune contrainte de temps Ouais. ou d'impact mécanique. Donc c'est une demi-heure bonus, tu vois. Et donc quand je pars 2 heures, c'est comme si j'étais parti 2 heures et demie. Et après les entraînements de fractionnés, là, c'est plutôt dans une logique de circulation, comment dire, de nettoyage des métabolites secondaires, etc., pour diminuer potentiellement les courbatures que tu peux avoir le lendemain. Parce que malgré tout, tu vois, quand tu t'entraînes tous les jours comme ça, tu essaies d'éviter d'avoir des courbatures parce que si j'ai des courbatures avant une séance de fractionné, ben elle sera pas efficace. Et si j'ai des courbatures avant une séance de force, elle sera pas efficace non plus. Ouais. Et comment tu sais l'intensité de tes courses? Comment tu sais à quelle intensité tu dois aller? Et comment tu sais l'intensité qui te convient à toi pour cette séance-là? Tu vois, par exemple, en endurance, par exemple, pour le cardio, est-ce que t'as parlé de la VO2 max tout à l'heure, est-ce que tu as fait des tests, tu vois, pour savoir tout ça? Ouais, je l'ai fait, mais en réalité, j'utilise surtout le RPE, donc la sensation, parce que étant Ouais. donné que mes entraînements de fractionnés ils sont quand même souvent sur des chemins de trail pour avoir de la spécificité, et puis parce que j'ai besoin de côte et de dénivelé, eh bien, c'est très très difficile de prendre une allure cible ou même une fréquence cardiaque cible, parce que tu vas avoir une dérive cardiaque, etc. Et puis que tu vois parfois si tu as un niveau de pente qui est un petit peu élevé, en réalité la brûlure musculaire va arriver plus tôt que l'intensité cardiaque. Donc si tu veux, tu n'arriveras pas à arriver dans tes zones cardiaques parce que tu seras limité d'un point de vue musculaire avant ça, quoi. Donc je trouve que le et puis en plus ça va varier, tu vois, potentiellement il y a un moment où tu as plus de degrés de pente et puis après un petit peu moins. Donc je trouve que le RPE est une donnée beaucoup plus efficace. Et malgré tout, je trouve que le cerveau il est quand même assez fort, tu vois. Je vois Mm. que si je pars avant un trail de 80 km, bah, naturellement, il va réguler mon pacing, mes vitesses de course en conséquence. Et à l'inverse, si je sais que Ouais. je pars pour une sortie de 20 km, naturellement, je vais être plus rapide. Là, je te parle même pas sur des fractionnés. Sur des fractionnés, il est capable de le faire aussi, mais je trouve que c'est quand même assez fascinant de constater à quel point, quand tu te conditionnes intellectuellement à un effort donné, ben, le corps va automatiquement être capable de réguler sa puissance. Après, j'ai quand même un capteur cardio, donc je regarde quand même un petit peu où j'en Oui. suis.
J'ai la particularité d'avoir un cœur très lent, ce qui a un avantage et un inconvénient. Je suis à peu près à 35 battements par minute au repos. Et, Ouais. euh, et donc, c'est un avantage parce que, tu vois, quand je suis en endurance fondamentale, euh, enfin voilà, je vais être à peut-être 125, 130 max, tu vois. Donc ça, c'est plutôt chouette, surtout quand je fais des efforts de longue durée. Par contre, c'est un inconvénient dans le sens où je vais avoir plus de mal à monter haut. C'est-à-dire que sur des efforts très intenses, bah, je remarque que ouais, mon cœur a plus de mal à monter, tu vois. Comme si ce que j'avais gagné en durabilité, je l'avais un peu perdu en explosivité. Ouais, ok. Parce que je te demande sur le test VO2 max et tout, parce que moi j'ai fait un podcast hier, j'étais à Monaco hier, j'ai fait un podcast avec un physiologiste et on est en train de créer une formation en fait sur les sports d'endurance et les composantes du sport d'endurance. Et du coup en fait lui il explique aussi que en fait la priorité c'est vraiment le ressenti et en fait tu couples ton ressenti avec les données de ta montre. Et c'est pas les données de ta Mm. montre que tu couples avec ton ressenti parce qu'en fait ton corps saura toujours faire la différence et il saura mieux que ta montre ce qui est bon pour lui. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, mais c'est quand même important de faire des tests d'effort pour savoir en fait où t'en es, tu vois, quand même savoir où elle est ta zone 1, zone 2, zone 3 parce que c'est si tu cours en endurance fondamentale et t'es à 190 BPM, ça va être Ouais, tu vois. je suis d'accord avec toi. Après, sur les tests d'effort, donc je pense qu'il y a deux choses à voir. La première, c'est que le test d'effort, il faut vraiment qu'il soit fait par un gars qui s'y connaît. Dans Ouais, le ouais. sens où moi, je l'ai fait la première fois à l'hôpital et avec une espèce d'interne qui était pas du tout, Oui, oui. enfin, qui avait aucune connaissance liée au sport, etc., qui me l'a fait faire sur un vélo alors que je faisais jamais de vélo. Donc, tu vois, je pense que c'est important que la modalité que tu utilises soit la même que celle du sport pour lesquels tu t'entraînes, etc. Et donc, enfin, finalement, le test qu'on a fait ensemble, il n'était pas du tout exploitable. Et je mets ça en perspective d'un Sean Thiel que tu dois connaître peut-être. Non, pas du tout. Si c'est pas le cas, bah, tu devrais le recevoir sur ton podcast. Je pense que ça pourrait faire un super épisode. Ok. Et qui lui a un test beaucoup plus complet, beaucoup plus global, qui regarde aussi la lactatémie, etc. Et puis qui derrière te propose, enfin te montre comment est-ce que tu peux utiliser justement ces données-là pour améliorer ton entraînement, savoir si tu es vraiment en zone 2, etc. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que certes c'est intéressant de connaître tes zones. Après, je trouve que dans cette notion de ressenti, enfin t'as plusieurs modalités quand même qui te permettent de savoir plus naturellement dans quelle zone tu es. Donc, tu as la notion de ressenti d'effort de difficulté, enfin ressenti de la difficulté, d'effort, etc. perçu, mais tu as même ta respiration, tu vois. Moi, je vois bien que selon mon schéma respiratoire, je peux te dire à peu près dans quelle zone je suis. Par exemple, si je suis sur un schéma respiratoire full nasal avec inspiration sur trois temps, enfin sur trois pas, et expiration sur quatre pas, voilà, c'est vraiment de l'endurance de confort. Si je commence à arriver sur une inspiration sur deux pas, expiration sur trois pas, je vais plutôt être en endurance fondamentale. Si je commence à être sur du 2-2 par exemple, j'arrive pas loin de la fin de mon seuil. Enfin, j'arrive pas loin de mon Ouais, ouais. premier seuil. Après, quand je passe en buccal mais contrôlé, je sais que je suis entre mes deux seuils. Et après, si je suis en buccal et saccadé, vraiment difficile, etc., je sais que je suis au-dessus de mon seuil 2, tu vois. Donc, tu peux corréler quand même plusieurs facteurs entre la difficulté perçue, la respiration, tes données cardiaques, qui ensemble te donnent quand même une bonne idée de l'effort. Ok. Et du coup, toi, tu as dit qu'en termes de mobilité, pour les blessures, tu fais principalement la mobilité et le renfort. Et est-ce que tu as d'autres trucs pour la prévention des blessures ou c'est principalement ça? Alors pour être honnête, la mobilité, je la fais parce que je pense que dans une perspective de moyen long terme, c'est quelque chose qui permet de réduire la perte de mobilité naturelle liée à l'âge, et puis en même temps, ça fait circuler la synovie, c'est-à-dire ce liquide qu'on a dans les capsules articulaires, qui permet de régénérer, nourrir un petit peu les tissus, les cartilages, d'entraîner les tissus conjonctifs aussi avec des pauses qui sont tenues un petit peu plus longtemps, et donc ce qui est rarement le cas
dans d'autres agrès, parce que si tu fais une série en muscu, tu vas être sur du 30 secondes. Quand tu es en course à pied, tu es systématiquement en pliométrie. Et je pense que le fait d'avoir une tension sur le tissu conjonctif d'à peu près 1 minute, c'est la meilleure façon de renforcer. Donc ça, c'est la raison pour laquelle je fais la mobilité, mais je suis pas convaincu. Tu vois, pendant tout un temps, j'en faisais pas et je me blessais pas pour autant. Donc je pense pas que ce soit un facteur privilégié dans la prévention des blessures. Je pense que c'est plus un facteur de longévité et durabilité sur le long terme, notamment face au vieillissement naturel du corps. Donc sur l'aspect prévention des blessures, en revanche, le côté renforcement musculaire, pour moi, c'est absolument fondamental. J'en ai toujours fait. Donc là, tu peux distinguer plusieurs types de renfort. Tu as des exercices qui sont plutôt liés à la force de façon générale, qui vont potentiellement améliorer ta biomécanique de course, réduire ta capacité à te déformer, etc. Mais tu as aussi des exercices un peu plus fonctionnels qui permettent de renforcer certaines structures spécifiques, comme à risque, comme la cheville, etc. Et puis, tu as une logique de muscles agonistes-antagonistes qui stabilisent les capsules articulaires. Tu vois, par exemple, le genou, notamment, le fait d'avoir une chaîne postérieure aussi forte que la chaîne antérieure, c'est absolument fondamental et ça réduit de façon drastique les problèmes de genoux. Pour des sports comme les nôtres et surtout moi qui porte un sac à dos qui au début des courses fait une dizaine de kilos, tout l'aspect gainage est extrêmement important et c'est là où tu vois les exercices par exemple en unilatéral ou en utilisant des kettlebells sont hyper intéressants. Par exemple, si je fais un kettlebell strict press, donc j'ai une seule kettlebell, je la développe au-dessus de la tête, tu vas te dire que c'est plutôt un mouvement de poussée, d'épaule, etc. Mais en réalité, pour le faire, je fais un torque au niveau de mes pieds, donc je vais visser mes pieds dans le sol, je vais contracter par conséquent mes mollets, mes cuisses, mes ischios, mes fesses, tout mon tronc, mon gainage, faire vraiment une espèce de bouclier d'armure et respirer derrière le bouclier. Voilà, au final, j'ai travaillé beaucoup plus que l'épaule et mes deltoïdes, tu vois, j'ai travaillé tout mon corps. Et ça, c'est hyper transférable, c'est hyper fonctionnel. Donc le fait d'avoir un corps solide, pour moi, c'est le facteur numéro un de prévention des blessures. Après, je crois aussi beaucoup en la diversité, la variabilité des stimuli. Tu vois, je te disais, j'habite au bord du lac. Après avoir été courir, souvent, je vais me baigner dans le lac et je vais faire plusieurs types de nage. Ça va peut-être durer que 5 ou 10 minutes, mais au final, ça fait travailler toutes mes articulations dans plein d'angles différents sur un sport, enfin sur une modalité qui est en plus portée, donc sans stress mécanique. Surtout après avoir couru, si tu cours un petit peu longtemps, tu peux avoir facilement des schémas moteur qui se dégrade, tu vois, être un petit peu courbé vers l'avant, etc. Et donc là, ça permet de délier un petit peu tout le corps. J'ai une barre de traction ici dans mon salon. Plusieurs fois pendant la journée, je vais me suspendre. C'est hyper intéressant pour la santé articulaire des épaules, mais ça permet aussi de décoopter les disques intervertébraux et donc de rajouter comment dire, de l'espace là-dedans. Je travaille avec un bureau assis debout. Donc, tu vois, tout le matin, je suis debout. Je vais beaucoup bouger, mettre beaucoup de mouvements de façon générale dans ma journée. Parfois, quand je vais promener avec mon chien, je prends un sac à dos lesté, ça s'appelle du rocking, qui va faire 15-20 kilos, qui améliore aussi la stabilité globale, mon corps, etc. La densité osseuse, parce que justement, c'est marches à impact. Et ce qui est intéressant, tu vois, c'est que c'est des choses, des petites actions qui demandent pas forcément plus de temps. Un autre exemple, tu vois, on parlait de mobilité. Je te disais que j'avais démarré récemment avec GoWood, mais avant, je faisais pas de mobilité à proprement parler, mais j'en faisais de façon passive. C'est-à-dire que le soir, si je lisais un livre ou je regardais la télé, je passais souvent 1 heure par terre. Et naturellement, quand tu es assis par terre, tu vas tu vas utiliser plein de positions. Donc je me mettais un peu en deep squat, je me mettais un peu en ZZ, en Seisa, etc. Enfin, j'essayais de faire autant de positions que possible. J'ai une image d'ailleurs avec plein de positions possibles et c'est assez génial de voir tout ce que tu peux prendre. Et en fait, sans y penser, je travaillais ma dorsiflexion de cheville, mon ouverture de hanche, etc. Tu vois. Et donc et ça, je pense que c'est important. Euh, Plutôt que d'avoir tout le temps la même position assise qui raccourcissent justement tes muscles, qui créent une amnésie des fessiers, etc. Et donc ça qui vont créer à terme des compensations. Et dans cette variété des stimuli, on pourrait même parler des chaussures.
Je marche avec des chaussures minimalistes ou des sandales minimalistes. Je suis toujours pieds nus chez moi. Et quand je fais mes entraînements de course, j'ai plusieurs chaussures. J'ai des chaussures hyper minimalistes. J'ai des chaussures plutôt de route avec zéro drop type Altra. J'ai des chaussures de trail avec 4 mm de drop, mais très fermes et très peu d'amorti et très légères de la marque Innovate. Et j'ai des chaussures un petit peu plus maximalistes. Alors ça reste jamais, c'est jamais des hyper maximalistes, mais un peu plus amortis avec 6 mm de drop que j'ai plutôt utilisé pour mes sorties longues et qui me servent pour mes courses de 250 km. Parce que quand je pars longtemps comme ça, le fait de préserver entre guillemets mes pieds, etc., d'avoir un petit peu de drop, sachant que j'ai un sac à dos qui me tire derrière et donc qui modifie ma mécanique de mouvement, c'est intéressant. Et donc selon que je fais une course, enfin un entraînement, tu vois, dans ma semaine par exemple, quand je marche dehors ou que n'importe quoi, j'ai toujours des chaussures hyper minimalistes, donc je sens à fond le sol, etc. Souvent des Vivo Barefoot. Quand j'ai des entraînements d'endurance fondamentale sur route ou de fractionné sur route, je vais avoir mes chaussures de route mais zéro drop. Quand je vais avoir des fractionnés ou des séances d'intensité en mode trail, je vais avoir mes chaussures de trail hyper légères. Et quand je vais faire mes sorties longues, je vais avoir mes chaussures un peu plus amortissantes parce que je pourrais très bien mettre celles qui sont de trail plus légères, mais ça me permet aussi de m'habituer à ces chaussures-là qui seront celles que j'utiliserai en course. Donc ça aurait pas de sens de les réserver pour la course et de pas les avoir essayées avant, tu vois. Et euh, et tu vois, il y a quand même beaucoup de blessures qui sont liées au changement de chaussures. Mais le fait d'utiliser déjà plusieurs paires différentes, ça fait que je me surhabitue pas à une forme de contrainte. D'ailleurs, on sait que selon le drop, etc., la contrainte, elle va plutôt être sur les mollets et donc poser plutôt des problèmes, tu vois, au tendon d'Achille, au mollet, ou bien plutôt sur les genoux, tu vois. Et donc là, en variant ça, j'évite que ce soit toujours aux mêmes endroits que les contraintes soient appliquées. Ça permet d'une part un renforcement musculaire plus global, mais aussi un renforcement tendineux, articulaire, et puis une diminution de l'usure qui serait liée à Mm. la surutilisation de la même chose. Et, euh, et dans la modulation de mon entraînement, je vais souvent avoir des phases de montée en charge. Donc semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, tu vois, où je vais Ouais. à chaque fois avoir un peu plus de volume. Et puis après, j'ai une semaine de déload. Souvent, la semaine de déload, je vais faire plus de route et moins de dénivelé. Alors que les autres, je vais faire de plus en plus de dénivelé. Et c'est pareil, tu vois, les contraintes mécaniques, quand tu cours sur du plat vs quand tu cours en montée et en descente, elles sont complètement différentes. Donc tu vois, il y a Ouais, aussi c'est pas la cette même. logique, cette même logique. De la même façon qu'après une grande course, tu vois, de 250 km, pendant 3 semaines, je vais avoir une adaptation de mon entraînement. Je vais toujours m'entraîner parce que ça me fait du bien, mais la semaine qui suit ou les 2 semaines qui suivent, je vais peut-être pas du tout aller courir. Je vais peut-être aller faire plus de vélo ou plus de natation, peut-être faire un peu plus de force ou de renfort musculaire, mais probablement pas avec des charges externes. Enfin, tu vois, je vais Mm. faire aussi évoluer un petit peu ça. Ouais, parce que moi, là, tu parles des chaussures minimalistes. Moi, je suis un grand adepte des chaussures minimalistes parce que je cours en five finger, tu sais, en chaussures Ah ouais, à 5 doigts. Donc, moi, ouais, c'est vraiment, j'ai fait mon Ironman 70.3 en five finger, joli. vraiment. Et je vais faire mon Ironman en septembre, pareil, en five finger, tu vois. Et franchement, en fait, ça change tout, en fait. T'as vraiment l'impression d'être un gros sac quand tu cours, quand tu changes, parce que tout l'amorti, tout ça, t'as plus rien. Donc c'est sûr que ça change énormément. Mais en termes de confort après, en termes de récupération, en termes de blessure, t'as, moi, je faisais 100, 105 kilos, là je fais 86. Et quand j'ai commencé à courir, et ben, en fait, je courais avec des drops immenses, tu vois, avec des Hoka, avec des drops de fou. Et je suis passé en chaussures minimalistes, en five finger. J'ai plus aucun drop, j'ai plus rien. Et franchement, ça change tout. J'ai plus jamais eu mal aux genoux. Moi, je peux marcher pieds nus partout où je veux. Tu vois, ça me fait rien. Et en fait, c'est vraiment un gros changement. Mais par contre, moi, je fais pas du tout comme toi. J'ai pas des chaussures différentes. Moi, j'ai que ces chaussures-là et je cours de partout avec. Donc, quand je fais des randos, quand je fais course sur le béton, mais peut-être que je devrais changer pour les chaussures sur route parce que sur le béton, des fois, c'est un peu agressif en termes de choc. Mais tu vois, vu que je me suis habitué, Ouais, ouais. j'en ai des five figures aussi. Je pense qu'il y a deux, trois choses qui sont intéressantes dans ce que tu dis. Alors,
De façon générale, tu vois, penser que les quelques millimètres de la semelle, même quand c'est des maximalistes, vont réussir à compenser la multiplication par 4 de ton poids corporel en puissance d'impact et supplanter la force élastique de tes arches, de ton tendon, etc. C'est pas très cohérent. Et de manière générale, une chaussure plus minimaliste, elle va naturellement te donner plus de retour terrain et diminuer la taille de tes foulées et donc la puissance des impacts. Donc en général, elles sont quand même plus protectrices. Après, je mettrais quand même un bémol sur la course sur béton parce que certes, nos pieds ils sont adaptés au fait de courir pieds nus, mais pieds nus plutôt sur de la terre. Le béton, c'est Ouais, pas plutôt sur du anormal. béton. Et donc probablement que ça va pas changer tes risques de blessures aux genoux, aux hanches ou au dos parce que en réalité, la puissance d'amorti est quand même relativement faible comparée aux forces d'impact. Par contre, peut-être qu'au niveau du pied en lui-même, ça peut devenir douloureux en fait au bout d'un moment au niveau du pied, tu vois, de l'arche Hmm. plantaire, etc. D'avoir ces impacts répétés sur le béton. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, faut se dire aussi un truc dans mon cas qui est particulier, c'est que en fait, il faut jamais oublier la finalité. Moi, la finalité, c'est d'aller courir des ultra trails extrêmes dans des endroits vraiment hostiles. Et dans ces contextes-là, Hmm. une blessure, ça peut tout de suite, tu vois, c'est vraiment un truc que j'avais sous-estimé quand je suis parti dans le désert, en Namibie. L'aspect matériel, par exemple, là-bas, en fait, un petit problème devient tout de suite un énorme problème. Par exemple, mon sac à dos, c'était un sac à dos de course, tu vois, qui était censé être conçu pour très léger, etc. Mais il était pas du tout assez solide, ce qui fait que le premier jour, il s'est déchiré. Donc j'ai dû le rafistoler avec du tape, donc une espèce de gros scotch. Ouais. Hmm. Parce que j'avais pas le choix, tu vois, je suis obligé de porter mes affaires. Et donc, sauf que en courant, il faisait 55 degrés dehors, je transpirais. Donc le tape avec l'humidité a rapidement boursouflé. Et avec la transpiration et les mouvements du sac, eh bien ces petites lignes un peu plus grosses ont arraché toute la peau de mon dos. Et avec la transpiration qui est remplie de sel, ça brûlait mon dos. Et j'ai fini avec le dos détruit. Et quand tu dois Ouais. courir des heures et des heures où chaque pas te fait mal, c'est une torture. À proprement parler, c'est une torture. Tu vois, alors que tu n'aurais pas pensé que le sac, ça pourrait être un élément déterminant de la performance ou de la réussite à la fin. Et donc, Non. typiquement, sur les chaussures, sur des Five Fingers, par exemple, déjà, je pense que donc sur le désert, ça aurait pu aller, mais par exemple, dans la jungle, il y a Ouais. tellement, je me suis fait piquer par plein de trucs, etc. Il y a, que ce soit la faune ou la flore, tout cherche à te tuer. Donc la protection de ton corps, elle est vraiment fondamentale. Et donc, ça aurait été une erreur clairement de courir avec ce type de chaussures. Et si je courais que avec ça, eh ben, j'aurais pas été habitué à d'autres types de chaussures. Et Hmm. d'ailleurs, alors même que j'avais des chaussures quand même, enfin, j'avais déjà pris en compte cet élément dans ma réflexion. Ben, mes chaussures, pour les deux courses d'ailleurs, à la fin, je les ai abandonnées parce qu'elles étaient déchirées, etc. Tellement, ben, c'est des endroits qui sont extrêmes, tu vois. Extrêmes en termes de conditions climatiques, tu vois, le désert c'était 55 degrés, la jungle amazonienne c'était 100% d'hygrométrie, j'ai traversé plein de rivières, etc. Donc tu as toute cette notion aussi de passer de sécher, d'être de nouveau humide, etc. De choc avec les trucs, de passer dans la boue, dans la terre, enfin dans des environnements hyper différents et voilà. Et donc je pense que aujourd'hui les chaussures elles sont pas forcément conçues ou même de façon générale les équipements sont pas conçus pour faire face à des conditions aussi extrêmes. Ouais, ouais. Et comment tu fais pour, tu vois, par exemple, pour te préparer à ça en termes de routine? Tu vois, en termes de, on a parlé de la récupération, on a parlé de la mobilité, de l'entraînement, mais aussi toute la partie alimentation qui est quand même un facteur ultra important de la réussite sportive, qui est presque Ouais. le premier élément à prendre en compte quand tu commences à faire du sport et même quand tu fais pas de sport. Tu vois, c'est quand même l'alimentation parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on mange, c'est ultra transformé. Même quand on mange pas ultra transformé, c'est pas souvent de la bonne qualité. Donc toi, tu participes à ça, tu as créé Féroce, qui est une marque de steak haché. Tu pourras nous en parler là dans pas longtemps, mais est-ce que tu peux me dire ce que c'est toi ta philosophie nutritionnelle, comment est-ce que tu te nourris, comment est-ce que tu manges, comment est-ce que tu te complémentes, tu vois, est-ce qu'on a besoin de se complémenter Mm. si on a un steak féroce? Ouais, c'est une question vachement intéressante. D'ailleurs, sur la prévention des blessures, je voulais en parler de l'alimentation, donc c'est bien que tu me lances dessus. Et je fais juste une Ouais. parenthèse.
Je pense que malgré tout, 90% des blessures, elles sont dues à une mauvaise qualification du stress mécanique. C'est exactement l'erreur que j'ai fait quand j'ai préparé ma première Spartan Ultra, c'est augmenter trop vite le volume. Contrairement à la Ouais. musculation, où naturellement, t'es limité par ta force et donc tu peux pas porter des barres toujours plus lourdes parce que t'es limité. La course à pied ou les sports d'endurance de façon générale, tu peux toujours en rajouter, surtout si t'es motivé et discipliné. Voilà, donc je pense que la quantification du stress mécanique, c'est le premier facteur de prévention des blessures. Après, l'alimentation, elle est absolument fondamentale de façon générale pour la santé, la longévité, l'énergie, et de façon spécifique pour le sport et encore plus dans les sports d'endurance. De façon générale, parce que je pense que c'est grâce à l'alimentation en partie que tu peux te sentir en forme et plein d'énergie pour te dédier à des projets porteurs de sens, etc. Et le sport en fait partie. Et donc si t'as pas suffisamment d'énergie, tu vas pas avoir la motivation pour aller t'entraîner, etc. Ensuite, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que il participe évidemment à la fois à ta capacité à performer dans les séances, mais derrière à ta capacité à récupérer des séances que tu vas faire. Et puis le troisième élément, et qui est plus spécifique au sport d'endurance, il est double. Le premier, c'est que le fait de faire un effort d'endurance de longue durée, que ce soit à vélo, en natation, en course à pied, peut-être moins en course à pied, mais en tout cas à vélo natation, c'est que tu as des successions de perfusions, reperfusions du système digestif, parce qu'en fait le sang, il est rerouté dans les muscles. Parce que c'est tes muscles qui en ont besoin, et donc tes intestins, ton système digestif, etc., est sous-perfusé, donc il manque de sang, tu vois. Le corps, il a qu'une quantité Ouais. limitée de sang, il peut pas le mettre partout. Et donc, ça fait des sous-perfusions, reperfusions qui sont relativement dommageables pour le système digestif et qui créent un terrain favorable à ce qu'on appelle la dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre du microbiote intestinal et tout un tas de problèmes digestifs sous-jacents. Donc ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, qui est plus liée cette fois-ci à la course à pied, c'est les impacts répétés qui créent en fait des mini-hémorragies dans le système digestif et qui ajoutent déjà un terrain déjà un petit peu dégradé à la problématique. Et le troisième élément, c'est que quand tu fais des sports de longue durée, bah, tu dois en plus te nourrir Mm. pendant l'exercice, alors que ben ton système digestif il est un peu Ouais. inhibé parce qu'il manque de sang et d'oxygène. Donc voilà, donc tous ces éléments-là font que l'alimentation et d'ailleurs tu sais la première cause d'abandon dans le trail, c'est les problèmes digestifs. Donc Ouais. l'alimentation, que ce soit en dehors de la course ou pendant la course, elle est absolument fondamentale. Et d'ailleurs, tu vois, par exemple, là, quand j'ai fait la jungle, on était 60 au départ, on était une trentaine à l'arrivée, donc il y a déjà la moitié qui a abandonné. Et ben, Ah sur ouais. la moitié qui est arrivée au bout, je les voyais, tu vois, dans le bus de retour, quand on s'est arrêté après 3-4 heures de route dans une espèce de supermarché, ils ont acheté plein de produits ultra transformés. Et ben, alors qu'ils étaient déjà sur un terrain inflammatoire plus, et ben, je les voyais, tu vois, ils étaient tous je vais pas dire que la causalité elle est directe à ce moment-là, mais Ouais, en ouais. fait ça traduisait leur façon de se nourrir le reste du temps. Et en fait ils étaient tous, ils sont arrivés certes, mais ils sont arrivés en morceaux, avec des douleurs partout, etc. Alors que moi je me sentais bien. Et quand je discutais un petit peu avec eux, ben ils sont souvent des tendinites ou ce genre de problème. Ben, les Mm. tendinites, tu vois, typiquement, c'est quand même beaucoup lié à l'inflammation. Donc moi, ma conviction vis-à-vis de tout ça, c'est que j'en demande beaucoup à mon corps parce que j'ai une vie très intense, tant sur le plan intellectuel, entrepreneurial, que parce que je suis papa, que lié à mes entraînements de sport et à mes courses. Je contrôle tous les stresseurs qui sont en mon pouvoir. C'est-à-dire que j'essaie de faire en sorte que euh, mon quotidien soit euh, le plus cohérent et positif pour mon corps de façon générale, de telle sorte à pouvoir choisir mes sources de stress. Et mes sources de stress, c'est des choses qui me donnent envie, tu vois. Donc, Mm. remplacer le stress subi par du stress choisi. Donc typiquement, aucun produit ultra transformé. Je mange pas. J'ai arrêté aussi de manger tout ce qui est céréales, donc le riz, les légumineuses, enfin céréales et légumineuses, donc même les pseudo céréales, etc. Ouais, tout ce Parce qui que est je me riche suis en aperçu glucides. que ouais, bah, je peux manger des glucides sous forme de miel, de fruits, etc. Mais Ok. ou de pain au levain naturel. Mais c'est simplement que je me suis aperçu que euh, les euh, les céréales, je sais pas si c'est lié aux facteurs antinutritionnels qu'on peut trouver dedans, donc l'acide phytique, enfin toutes ces choses-là qu'on peut trouver un petit peu, etc. Ou si c'est lié à une mauvaise gestion génétique, tu vois, personnelle. Mais en tout cas, ils ont tendance à me ballonner, à me sentir un peu plus lourd, à diminuer mon énergie. Mon alimentation, elle est vraiment fondée sur des protéines animales de qualité, en quantité quand même
relativement importante. Je Hmm. mange à peu près 1,6 à 1,8 grammes par kilo de poids de corps. Mais Ouais. étant donné que j'utilise pas de complément de type whey, ben ça fait quand même pas mal de protéines animales. Donc Quand même pas par mal exemple, tu vois, de. ça va être par exemple 4 œufs le midi avec 100 grammes de sardines, un morceau de fromage, une grosse portion de légumes de saison plutôt crus, un avocat, des noix de macadamia et puis Hmm. un ou deux fruits comme dessert. Et puis le soir, ça va être 300 grammes de viande, une grosse portion de légumes et cette fois-ci plutôt cuit au vitaliseur de Marion, donc à la vapeur, de la bonne huile d'olive, un fruit comme dessert, un petit morceau de chocolat noir à 90%. Je suis plutôt sur une base quand même low carb, mais Hmm. les deux Ça repas varie. avant mes entraînements intenses, je vais manger un peu plus de fruits, je vais éventuellement ajouter une ou deux tranches de pain au levain naturel. Et puis, juste avant de partir pour mes entraînements, je vais prendre une à deux cuillères à café de miel brut. Et quand je fais mes sorties longues, je vais utiliser des bars. Je prends des bars Baou. Euh, Ouais, ouais, je connais. qui sont assez, qui sont bio, assez bien composés, etc., avec un mélange oléagineux et puis de fruits qui permet à la fois d'avoir un peu de protéines lipides et puis des glucides intéressants. Et là, j'ai acheté aussi des trucs un peu plus industriels entre guillemets. C'est Moriten, Je sais pas, je Moratine. connais pas Ouais, du je sais tout. plus. Bah bref, c'est une marque de nutrition assez de pointe qui fait pas mal parler d'elle parce que ils Ah, encapsulent Morten. notamment Morten, voilà, exactement. Ouais. Ils encapsulent notamment des gels dans une solution qui facilite son absorption et ça sur des sorties très longues. Tu vois, sur mes courses, souvent la dernière étape, elle fait 80-90 km. Et, Hmm. euh, et ça m'est déjà arrivé d'avoir des moments où j'étais plus capable de m'alimenter. Et, euh, et donc là, je me suis dit que c'était stratégique pour la prochaine d'avoir dans ces cas-là une solution. Et je pense que les gels sont quelque chose qui est vraiment une bonne idée parce qu'en fait, sur ces courses-là, si tu commences à prendre du retard dans ta capacité, déjà que tu es en déficit calorique et que c'est hyper intense, extrême pour le corps, si tu commences à prendre du retard sur l'hydratation ou la nutrition, ça sera très très difficile de revenir et de rattraper, de rétablir ton homéostasie. Hmm. C'est une dette en fait que tu souscris et enfin, que tu pourras jamais rembourser. Donc souvent ça mène à des abandons. Donc Ouais, ouais. c'est Ok. hyper important et stratégique de réussir à s'alimenter suffisamment et à utiliser et à s'hydrater suffisamment. Hmm. Et donc Ouais, voilà, tu ouais, sais donc que du coup c'est. je t'ai donné mon alimentation et donc par rapport à la Ouais. complémentation, je prends donc c'est assez marrant, hein, tu vois, tu me demandais si le hachis féroce, donc dans lequel il y a une 23 grammes de foie de bœuf, si ça suffisait à couvrir tous mes besoins. Bah, honnêtement, et c'est pas parce que c'est ma marque, mais évidemment, bah, je la consomme. Et depuis que je la consomme, bah, déjà, je me sens d'un point de vue fonctionnel beaucoup mieux, donc plus d'énergie, meilleure digestion. Voilà, je me sens mieux à tout niveau. Et quand tu as une vie qui est assez intense, dès que tu changes quelque chose dans tes habitudes, tu vois tout de suite l'impact. Et Hmm. d'ailleurs, je suis pas le seul à le dire. Rudy Koya, qui est assez connu dans le monde de la Ouais. musculation, il mange un hachis féroce par jour. Il a l'impression que ça lui fait du bien. Il y a un journaliste, comment dire, nutritionniste qui travaille pour le monde de la nutrition, qui mange féroce aussi et qui a réussi à combler plusieurs de ses carences, alors même qu'il prenait des compléments alimentaires pour les solutionner, sans jamais réussir à remonter ses taux. Bah, depuis qu'il mange des hachis féroces, il est bon. Donc voilà. Après, pour être honnête, j'arrive pas via mon alimentation seule à couvrir mes besoins en magnésium. Hmm. Donc je me complémente en magnésium, je me complémente en vitamine D en hiver, et puis je prends de la glycine. Alors j'aimerais bien, je travaille avec Féroce sur un bouillon d'os dans lequel il y aura de la glycine et du collagène, mais pour l'instant il n'est pas encore live, donc pour l'instant je me complémente C'est en quoi glucides. la La glycine, glycine, si tu peux c'est dire, la pour ceux glycine, connaissent pas. c'est un acide aminé considéré comme semi-essentiel. Semi-essentiel parce que le corps est capable d'en construire tout seul, enfin d'en Hmm. synthétiser tout seul à partir d'autres acides aminés, mais qu'à hauteur de 2,5 grammes par jour. Or, les besoins du corps sont à peu près de 12 grammes par jour. Et la glycine, Ouais. c'est un acide aminé qui entre dans la construction et la reconstruction de tous les tissus du corps. En fait, il permet de faire le collagène, et le collagène, c'est utilisé pour les muscles, pour la peau, pour les tendons, Hmm. pour les articulations, pour tout, quoi. Donc c'est vraiment pour moi fondamental.
Et d'ailleurs, il y a plein d'études qui montrent à quel point ben, la glycine améliore la synthèse du collagène, mais même la production d'hormones de croissance. Et c'est assez logique parce que l'hormone de croissance, elle est sécrétée pendant la nuit, elle permet au tissu de se reconstruire. Mais pourquoi le corps va stimuler, enfin, créerait une hormone qui stimule la reconstruction des tissus si de base il n'a pas les briques essentielles à la construction de ces tissus? Ouais. Et ben il le fait pas. Et donc du coup ça augmente, tu vois que la supplémentation de glycine elle augmente la sécrétion d'hormones de croissance, etc. Donc voilà. Et à certaines périodes de l'année où j'ai des entraînements plus intenses, je prends aussi de la N-acétylcystéine qui est en plus en complément, qui est boostée par l'utilisation de la glycine et qui améliore la synthèse du glutathion, qui est l'antioxydant le plus puissant du corps, parce que ben, naturellement je taxe plus sur mes défenses antioxydantes. Les antioxydants, en fait, ils viennent tamponner les radicaux libres. Les radicaux libres, c'est comme des molécules instables qui, un peu comme des balles de fusil, volent partout dans le corps et puis transpercent des membranes cellulaires. Donc d'ailleurs, c'est une des armes qui peut être utilisée par le corps pour combattre certains pathogènes. Et donc, naturellement, le fait de respirer, la respiration cellulaire, elle crée des radicaux libres. Et donc, ces radicaux libres, ils doivent être stabilisés. Donc, c'est comme si on attrapait ces molécules et puis qu'on les bloquait pour qu'elles arrêtent de faire du mal. Et donc, ce qui attrape ces molécules, bah, c'est les antioxydants. Et donc les antioxydants, on peut en trouver dans l'alimentation. Par exemple, l'huile d'olive féroce, elle est très très riche en polyphénols qui ont cette particularité de diminuer l'inflammation et d'avoir un effet très puissant antioxydant. Et sinon, bah, le corps, il produit aussi ses propres molécules antioxydantes, notamment le glutathion, qui est l'une des plus puissantes du corps humain. Et donc, le combo N-acétylcystéine et glycine favorise sa sécrétion. Et d'ailleurs, je vais clôturer là-dessus parce que je sais, je parle beaucoup, hein, mais sur l'alimentation, les liens entre l'alimentation et la capacité à performer ou même à être un humain en bonne santé. Et donc là, je prenais l'exemple des briques élémentaires qui permettent de construire la maison. Donc, les briques élémentaires, comme la glycine par exemple, c'est souvent des protéines. Donc déjà, il faut avoir suffisamment de protéines. C'est comme si on avait suffisamment de briques de Lego pour construire notre maison. Ok, donc le corps, il va utiliser, parce que nos tissus, ils sont, même quand tu fais pas de sport, ils sont constamment en train de se régénérer. Notre corps, là, tu vois, le corps que tu as là aujourd'hui, t'as plus aucune cellule en commun qu'il y a 10 ans. Ouais. Le rythme, t'as certaines cellules qui se renouvellent tous les jours, toutes les 2 semaines, 3 semaines. Enfin, voilà, elles ont chacune des cycles. Globalement, tous les ans, c'est un peu comme si presque tout ton corps s'était renouvelé. Et donc pour ça, donc il utilise des protéines qui sont un peu comme les briques. Et derrière, il a besoin de cofacteurs qui sont un peu comme le ciment et les outils. Donc le ciment qui permet de tenir les briques ensemble, et puis les outils, la truelle, etc., qui permet de faire ça. Et donc, euh, et donc ces cofacteurs, c'est quoi? C'est les vitamines et les minéraux. Et la réalité, c'est que notre alimentation, elle est 4 fois plus pauvre que celle de nos ancêtres, que notamment parce que il y a d'une part un appauvrissement des sols, et d'autre part parce qu'on mange de plus en plus de produits transformés qui sont riches en calories vides. Et en plus de quoi, on les absorbe moins bien parce que notre muqueuse intestinale, à force d'être agressée, notamment par les polluants, les métaux lourds, le gluten, les microplastiques, etc., eh bien, elle fonctionne moins bien et donc elle a plus de mal à absorber les vitamines et les minéraux. Donc, on est carencé et ces vitamines et minéraux sont justement ces cofacteurs, ces outils qui permettent de construire notre maison. Et tu as le professeur Bruce Hames qui a montré que euh, quand il te manque certaines vitamines ou certains minéraux, le corps va privilégier ces urgences de survie à court terme et invalider les processus qui lui permettraient de durer à long terme. Par exemple, tu vois, le sélénium, qui est un oligoélément qui est impliqué notamment dans la santé thyroïdienne, ben en réalité, c'est un cofacteur qui est utilisé dans la construction de plus de 300 protéines, donc de plus de 300 briques différentes. Eh bien, lorsqu'on est carencé, le corps va en faire 5. Donc, il y en a 295 qui seront plus faites. Tu te rends compte? Et Ouais. c'est ce qui explique que tu as des gens qui pendant, tu vois, bon, je pense, et j'ai reçu pas mal de médecins, nutritionnistes, etc., qui appuient cette croyance que le régime vegan, même si avec de la supplémentation, tu peux y arriver, reste un régime qui est pas cohérent avec un état de santé optimal, même si il peut correspondre à des engagements éthiques que je respecte. Et t'as des gens, ben, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tout va bien et donc ils disent bah voilà c'est ok machin, il y a pas de problème. Et puis après en fait d'un coup,
t'as tous les problèmes qui commencent à s'accumuler parce que justement, ils ont commencé à engranger une dette et au bout d'un moment, bah, la dette devient plus importante que la capacité du corps à y faire face. C'est un peu comme la dette nationale en France où nos capacités ont dépassé, notre PIB a dépassé notre capacité, enfin, nos besoins de remboursement ont dépassé notre capacité euh, de croissance. Enfin, Ouais. bref. Ouais. Et donc, et voilà. Et chez Ferros, on a plein de clients qui sont d'anciens véganes ou d'anciens végétariens qui ont recommencé à manger de la viande parce que leur médecin leur a dit que c'était une nécessité pour leur santé, mais qui cherchaient à réconcilier leurs besoins métaboliques avec leurs engagements éthiques et qui ont trouvé en Féroce une solution capable d'y répondre. Et franchement, j'en ai beaucoup, tu vois, des témoignages de gens comme ça. Donc voilà. Donc je pense qu'avoir une nutrition qui est basée sur la densité nutritionnelle, donc sur la quantité de micronutriments, de protéines essentielles, etc. C'est hyper important. Et donc moi, mon alimentation, elle est vraiment fondée là-dessus, tu vois. Et pas que des produits féroces, tu vois, les sardines, par exemple, c'est hyper bon, Mm. les œufs aussi, voilà. Mais j'ai toujours cette réflexion de me dire, ok, tel aliment, est-ce que il a une haute densité nutritionnelle ou une haute densité calorique? Le riz blanc, par exemple, ça a une haute densité calorique, ça apporte beaucoup de calories, mais en proportion, ça apporte pas beaucoup de protéines, de vitamines, de minéraux utiles. Ouais, ouais. Euh, voilà. Ok, ouais, parce qu'en fait, tu parlais du low carb, t'étais plutôt en low carb, toi, et tu disais que c'était aussi une dette qu'on payait, le fait de se ravitailler en course avec des gels de glucides, parce que en soi, c'est pas forcément bon, ton corps, il est pas forcément il est comme ça, mais tu sais que t'en as besoin à ce moment-là, tu sais que si tu l'as pas, bah, ça va être compliqué, donc tu payeras cette dette un peu plus tard, et vu que tu fais tout ce qu'il faut tout au long de l'année pour ça, en fait, c'est pas si Ouais. important que ça. Je pense qu'il faut différencier déjà la santé de la performance. Il y a Oui. des études aujourd'hui qui montrent que les glucides à l'effort sont intrinsèquement liés à la performance. Et pour autant, tu as des Mm. recherches, par exemple Tim Noakes, qui pendant longtemps a conseillé à ses sportifs d'endurance de prendre beaucoup de glucides. Ouais. Eh bien, maintenant est revenu complètement sur ce qu'il disait parce qu'il y a plusieurs de ces athlètes qui sont devenus diabétiques alors même qu'ils avaient un poids de forme hyper fit, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, malgré tout, je pense que euh, dans mon contexte en tout cas de course, les risques euh, métaboliques, outre le fait de finir la course ou pas, même le stress que mon corps va supporter en étant en déficit calorique face à un tel effort, sont supérieurs au fait de prendre ou non un gel. Donc je pense que Mm. dans ce contexte-là, le gel, il Ouais. est Ça impacte ça. même outre l'aspect performance, il est plus bénéfique que négatif. J'en ai vu, tu vois, sur ces courses-là, vraiment, si quand tu commences à plus réussir, soit à t'alimenter, soit à t'hydrater, c'est le corps récupère plus, c'est la descente aux enfers. Et les gars, après on les perfuse, etc. Ils sont dans des états, mais vraiment Mm. déplorables, quoi. Donc faut vraiment se dire que sur ces courses-là, tu joues quand même sur une limite Ouais. physiologique et l'hydratation et la nourriture sont vraiment une des clés pour pas la dépasser. Mais après, ce type de course, de toute façon, est pas quelque chose de bon pour la santé en soi. Oui. Tout ce que je mets en perspective avant, donc mon entraînement, etc., pour y arriver, je pense que ça m'aide à être en meilleure santé et en meilleure forme. D'ailleurs, je m'aperçois que plus j'en fais, plus je suis capable d'en faire. C'est assez dingue de voir l'adaptation mitochondriale, etc., ma capacité à produire toujours plus d'énergie, à mieux récupérer. Enfin, vraiment, c'est assez fou. Mais par contre, la course en elle-même, elle crée plutôt une désadaptation qu'une adaptation. Après, je mets tout en place pour que derrière, mon corps soit capable de récupérer, de se réadapter, etc. Donc voilà. Et donc pour terminer sur les gels, donc sur mes entraînements pendant la semaine, j'en utilise pas. Sur mes courses longues non plus. Par contre, le week-end, sur mes courses longues, j'utilise quand même des barres Baout, mais qui sont quand même plutôt naturelles, parce que je Ouais, dois quand ouais. même avoir ce gut training, cette capacité d'entraîner mon intestin à ça. Et donc là, les quelques gels là, que j'ai achetés, bah, ce sera vraiment un ultime recours si j'arrive à rien avaler d'autre. Voilà, dans ce contexte-là. Ouais, parce que nous, par exemple, moi, un Ironman 70.3 qui fait 6h30, 7h, tu vois, bah, j'ai rien pris du tout parce qu'en vrai, 6h, 7h, l'environnement, y a pas grand-chose à parler des supporters, tu vois, c'est pas non plus, on peut faire des efforts comme ça sans aucun glucide. Mais c'est vrai qu'en fait, il faut toujours mettre en rapport avec le contexte.
et avec quelle course tu fais, comment toi ton corps réagit et tout. En fait, c'est vraiment important de faire cette distinction-là et pas de jurer que par les glucides et pas que de jurer par je prends pas de glucides, tu vois, faut toujours faire la Ouais. part des choses. Après, franchement, je pense que dans ton cas, si tu fais un semi-Ironman avec un effort de 6-7 heures, enfin, de mon point de vue, prendre des glucides à l'effort, c'est pas déconnant, tu vois. Hmm. Par contre, là où ça commence à poser problème, c'est quand ça devient régulier. Tu vois, j'entends des Ouais. sportifs qui s'entraînent dans leur quotidien à manger plus de glucides pour être capable de mieux les gérer. Et je pense que de façon générale, on consomme tous trop de glucides, tu vois. Enfin, la Oui. plupart des gens, peut-être pas toi, mais on consomme tous trop de glucides. Moi, je vois les glucides comme un super carburant. Donc, le super carburant, je me dis, OK, quand je fais une séance intense, donc comme je te disais, je vais manger peut-être un peu plus de glucides le repas d'avant parce que je sais que j'ai une grosse séance de fractionné envoyée et donc j'ai envie de remplir un peu mes stocks de glycogène. Ou dans une séance longue parce que voilà, je sais que et puis en plus ça fait mon gut training. Mais sinon le reste du temps, il n'y a aucune raison ni besoin d'avoir de tels niveaux de glucides. Et l'aspect low carb, bon, il est quand même associé à une meilleure préservation du corps, de la longévité et même de la clarté mentale. Outre l'aspect bien-être, longévité, moi je m'aperçois qu'en étant low carb, j'ai une meilleure acuité intellectuelle, une meilleure Hmm. capacité de concentration, une énergie qui est beaucoup plus stable dans la journée. Donc il y a ça qui joue aussi, quoi. Ouais, ouais. Bah oui, non, mais c'est sûr parce que c'est vrai que les glucides, même sur la performance, ça joue énormément. En vrai, quand t'en prends, t'as toujours une performance qui est plus haute parce que t'as le sucre et du coup, ton corps va favoriser l'oxydation du glucose. Mais en fait, le fait d'être en low carb, ça favorise l'oxydation des lipides et du coup, tu vas favoriser tout ça et c'est vrai que c'est super intéressant. Bon, on arrive t'as quelque chose à rajouter peut-être? Non, non, bien sûr, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et après, ça, tu vois, c'est aussi un truc qui s'entraîne. Cette espèce Hmm. de sweet spot, ta capacité, ta lipolyse, ta capacité à oxyder les graisses, Ouais. etc., pour produire de l'énergie, ou à mieux utiliser les glucides aussi dans l'autre sens d'ailleurs. Donc, tu vois, de la même façon que je mentionnais tout à l'heure, euh, la variété des stimuli dans l'entraînement, dans les chaussures, etc. Ou même dans les environnements. Tu vois, je m'entraîne qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse chaud, etc. Hmm. Eh bien, potentiellement, je pense que l'une des clés, c'est aussi une forme de flexibilité métabolique avec des jours plutôt un peu plus high carb et des jours et une base plutôt low carb. Et ça, Anthony Berthoud, qui est un nutritionniste que je respecte beaucoup pour son travail, est plutôt d'accord avec moi. Ok. Bon, on arrive sur la fin du podcast. On avait 1 heure. Est-ce que tu as peut-être des ouvrages à conseiller aux gens, des vidéos YouTube, des gens à écouter sur un podcast? Tu vois, est-ce que tu as des choses à conseiller à l'audition, à l'audience, pardon. Ouais, bah déjà, je sors mon livre qui sort en septembre, ça s'appelle La routine des audacieux, et j'y ai un petit peu compilé tout ce que j'ai appris ces 5 dernières années des invités que j'ai reçus sur Limitless Project, mon podcast, et que j'ai expérimenté dans ma propre vie. Donc ça qui est intéressant, c'est que c'est aussi confronté avec le réel. Alors dans les livres que j'ai beaucoup aimés, qui m'ont marqué, il y a L'animal exubérant, qui est vraiment incroyable, que je recommande à tout le monde. Il y a Sapiens, une brève histoire de Ouais. l'humanité de Yahari, qui permet de mieux comprendre d'où Mm. on vient et comment se sont construits nos sociétés, etc. Euh, il y a un gars qui est pas du tout connu, mais qui a une chaîne YouTube qui est incroyable, qui s'appelle Michel Galliana. Je crois que Michel Galliana, les clés secrètes de l'univers. Et il a fait des conférences, mais qui sont gratuites, tu vois, que tu peux écouter comme ça, enfin des sortes de webinaires, où il raconte les origines de l'univers, mais même de l'émergence de la vie sur Ok. Terre, etc., des lois de la physique. Et il met en perspective plusieurs connaissances, domaines d'expertise, la physiologie, la biologie, la cosmologie, etc., même un peu de spiritualité. Donc c'est vraiment hyper riche d'enseignements. Tu peux faire des liens. Déjà, c'est un savoir, je trouve, essentiel de compréhension de qui on est et quelle est notre place dans le monde. Et c'est aussi des principes qui peuvent t'inspirer et être appliqués à ta propre vie, à la gestion et à la conduite d'une entreprise, au fonctionnement sociétal d'une ville, de la terre, etc., aux perspectives écologiques. Enfin voilà. Donc je trouve que c'est vraiment un truc vraiment chouette. Donc ça voilà. J'avais une idée là tout de suite qui m'avait popé et elle est partie aussi vite qu'elle est arrivée. C'est dommage.
Euh, Zut, j'ai un trou. J'ai un trou. Euh, C'est peut-être un livre, un podcast, Ah oui, voilà, non, non, une formation. Et bah, la formation de notre ami commun, Pierre Dufraisse, au centre de l'Ormez, tout à fait. qui est absolument incroyable, bah, cette fois-ci sur la compréhension des principes du vivant. Je pense que il y a tellement de courants de pensée, de dogmes, de modes. Un coup c'est le régime cétogène, un coup c'est les oxalates, un coup c'est le régime pauvre en FODMAP, etc. Machin. Tu sais plus quoi faire, tu sais plus où t'en retrouver, le carnivorisme, le véganisme, le végétarisme. Enfin, tu sais plus comment Le faire. low-carb. Et je pense que la solution à ça, c'est de comprendre les principes du vivant. Parce que si tu comprends comment fonctionne ton corps, tu as le mode d'emploi, et ben tu développes ton Mmh. autonomie de pensée et tu es Mmh. capable de critiquer, de juger de la cohérence de telle ou telle habitude, de tel ou tel choix dans ta vie. Donc même si initialement il destine plutôt sa formation à des gens qui ont envie de se reconvertir professionnellement et d'être accompagnateurs dans le soin, coach sportif, etc. Je trouve que c'est une bombe en termes de connaissances qui permet euh, d'avoir une vie meilleure pour soi-même, pour ses proches. Donc voilà. Donc comme ça, je t'ai cité trois trucs différents, un truc Ouais, plutôt littéraire, un truc plutôt vidéo et puis une formation. Euh, comme ça, comme D'ailleurs, dans ça les les formations, gens. il y en a une qui est top aussi, qui s'appelle DMO sur les neurosciences, les processus décisionnels. Comment fonctionne notre OK. cerveau? Qu'est-ce qui fait qu'on décide ceci ou cela? Et ça t'aide à mieux comprendre comment toi tu fonctionnes et aussi comment les autres fonctionnent. Et ouais, de Guillaume Mathias, c'est vraiment une bombe. OK. D'accord. Bon, bah, je mettrai tous ces liens en commentaire, comme ça les gens ils pourront aller voir et voir par eux-mêmes tout ça. Merci beaucoup, David, encore une fois. Et puis, pour tous ceux qui veulent suivre David, je mettrai le site Féroce, tout son podcast, Limitless Podcast, parce que c'est vraiment une mine aussi, ton podcast que j'écoute souvent, il est vraiment super intéressant. Donc, merci David, et puis bah, à la prochaine, j'espère. Merci beaucoup, Emric. Et d'ailleurs, c'est quand ton Ironman? Full? En septembre. En 20 septembre? Ok. septembre. Bon, bah, Ouais. écoute, j'ai hâte d'avoir ton feedback. Et tu vas le courir en Five Fingers, du coup? Ah bah oui, toujours. Ok. Bon, bah, on en reparle alors quand tu reviens. Force à toi, en Ouais. tout cas. Ok. Allez, salut. À bientôt. Ciao. Ciao.